je fais très attention à ça parce que les réseaux sociaux, surtout que nous sommes dans un arrondissement aussi vieux que la terre, on a peur d'avoir cette image-là qui n'est pas bonne. Donc, essayez chacun à son niveau de mettre le téléphone comme il peut, mais sans déranger les autres. Merci. Si la régie elle est prête, c'est bon? Merci. Alors, d'abord, je vous dis de nous excuser pour le léger retard. Ce n'est même pas un léger, ce grand retard. Ce n'est pas dû à nous, nous étions là depuis 9 heures. Je crois que les invités viennent quand ils veulent, chacun a ses occupations. Donc, le comité d'organisation, je me joins au comité d'organisation pour vous présenter vraiment nos excuses et que ça a été pas par notre faute, mais par la volonté de Dieu, comme on le dit. Aujourd'hui, nous sommes en journée de paix. J'espère que tout ce que nous dirons sera effacé par la paix. Et la paix, c'est le bien le plus précieux que nous n'avons jamais eu à perdre, surtout à Côte d'Ivoire. C'est par son fondateur. Et comme nous, on a des coutumes, nous avons en Côte d'Ivoire, et nous le savons, nous allons faire la première étape, puisque parmi nous, on a un pasteur. On va chanter l'hymne national et on va bénir la manifestation par la voix du pasteur Guy, qui a à la fois deux casquettes, j'imagine, la casquette de la cause à vivre et la casquette des pasteurs. Parce qu'on le dit souvent, c'est pas quand on n'a que des problèmes qu'on doit se référer à Dieu. On se réfère à Dieu même dans son sommeil, parce que souvent il nous arrive de rêver qu'on est devenu riche. Et ça, c'est Dieu. Donc on va chanter l'hymne national. Et après, on va bénir la cérémonie. S'il y a un musulman aussi, il n'aurait pas de souci de nous faire un peu de sourate musulmane. Après, c'est pas moi. Après, si nous en avons des bouddhistes, vous pouvez en faire. S'il y a des animistes, adorer vos fétiches, tout ça pour avoir la paix. On va se lever juste une minute. En France au nord. En France au nord. Quand je dis 1, 2, 3, on est parti. Et de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant l'unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Des paroles fortes qui vont nous emmener directement à la prière religieuse pour bénir cette manifestation. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au pasteur Guy. Dieu grand, créateur du ciel et de la terre, Dieu qui nous rassemble autour d'une table, Dieu qui a aimé l'humanité, nous te prions ce matin d'être présent parmi nous et de permettre que notre pays retrouve cette réconciliation dont il a tant besoin. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont là ce matin. Seigneur, tout ce que nous allons partager, nous voulons ta présence, nous voulons ta bénédiction, nous voulons ta grâce et nous voulons l'unité qui vient de toi. Bénis-nous encore et bénis cette rencontre dans le nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, nous n'allons pas nous asseoir, nous allons aller en même temps
chez les religieux musulmans. Ben, je vais demander à Souleymane de nous faire cette petite prière. Mais soyons brefs comme il a été le pasteur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Au nom du Dieu le Tout-Puissant, au nom d'Allah le Miséricorde, nous bénissons cette cérémonie. Nous bénissons également tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement de chez eux jusqu'ici aujourd'hui. Nous bénissons tous ceux qui, de près ou de loin, qui ont participé ou qui contribuent de près ou de loin à la réconciliation totale des Ivoiriens et à la paix en Côte d'Ivoire. Nous bénissons cette cérémonie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. La terre est déjà là. Et tout à l'heure, le pasteur nous a parlé de cette réconciliation. Qui veut dire que nous ne sommes pas réconciliés? Nous sommes déjà réconciliés. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est représentée du nord au sud en passant par le centre, de l'est au centre en passant par l'ouest. Alors on peut nous applaudir quand même. En tout cas, une initiative. Oui. Avant tout propos et avant d'entamer cette minute de silence en mémoire de ceux qui sont partis. Nous savons que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Et ça, ce n'est pas depuis 2002. Non, c'est depuis avant. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé, comme je le dis, quand on est dans l'avion, on a des turbulences. Et ces turbulences n'ont pas commencé en 2002. Ces turbulences ont commencé bien avant. Donc, de tous ces morts, de 98 jusqu'à aujourd'hui, espérons qu'il n'en aura pas encore, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de nos disparus. Parce que tout ça, ça fait partie. Je vous remercie. Il n'a pas plu. Je vous remercie. Alors, l'initiative aujourd'hui de cette rencontre est à mettre à la tête d'une dame que je respecte tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui est un grand jour. Elle n'aime pas que je parle d'elle souvent, mais je suis obligé parce que cet événement-là qui nous réunit, c'est elle qui l'a initié. Oui, cette dame-là même qui a rassemblé autour de son nom toute la Côte d'Ivoire. Elle a en même temps un nom nordiste, un nom baoulé et un nom français. C'est Marietou, on va dire ce nom-là, que tout le monde connaît. Madame Akissé Marietou, que je vous demande d'ovationner. Il va m'emmener à dire merci. Les ONG qui accompagnent Marietou. On a aujourd'hui l'ingénierie pour la paix, dirigée par cette grande dame qui va se lever, qui aura son temps de parole. Elle va vous présenter à vous. Madame, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, et de l'ovationner très très fort. Cette dame-là même, qui a un petit livre à son actif, le livre rose. On parlera du livre des femmes, parce que quand on parle de la couleur rose, on parle de la féminité. Et qui parle de la féminité, parle de la joie, parle de l'amour. Elle nous parlera tout à l'heure. Veuillez vous asseoir, madame. Merci à vous. Et dans cette même lignée, je continue en m'adressant maintenant tout honneur. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. On a une femme qui représente. Elle n'est pas là, elle s'est levée. Ah ben écoutez, on va passer. Je vais passer encore à continuer. Monsieur le président de la COSADIV, monsieur Guy, qui nous a fait la bonne prière tout à l'heure. Merci à vous d'être là. Le représentant de tous les doyens de la diaspora en France, c'est bien ça? Toute la diaspora. Voilà, c'est bien. Merci d'être présent. Merci d'accompagner votre sœur. J'ai le PPA, le DPA qui est le désir pour la paix. Ce monsieur-là avec qui je fais chemin depuis longtemps, monsieur C.I. Clément. Celui avec qui j'ai partagé beaucoup de plateaux en parlant de paix. Clément, merci.
Celui-là même qui ne ménage aucun effort quand il s'agit de paix. Et quand il s'agit bien sûr de la vraie paix, je vous dis, M. CI est toujours partout, même quand il pleut, dans la neige, sous la pluie, et même quand il fait très chaud, M. CI est là, toujours bien habillé pour parler de la paix. Merci à M. CI. Merci à vous. Nous ne pouvons pas aussi faire de paix sans la musique. Sans la musique. Ne disons pas que la musique a adoucit les mœurs. Quand on a des problèmes. Qui parmi vous n'écoute pas de la musique douce ici? Moi, je suis plus lourd. Hein. Il y en a qui sont slow. Le compas par mon très frère Mike, le régulateur, peut même vous donner des coups de compas. Et je vous dis que le modèle est représenté ici aujourd'hui par son président qui est empêché et qui nous envoyait cet homme élégamment habillé. Charmant monsieur, merci d'être là. Merci. Nous n'allons pas aussi oublier les partis politiques. Parce que, elle est venue ou pas, madame? Elle est repartie, elle est au poulet, c'est normal, c'est une femme. Nous, on dort de toutes les femmes, Alors, ce monsieur-là, le PPACI, le nouveau parti de Côte d'Ivoire, il joint toujours sa parole à la parole de paix. Merci à M. Zadi d'être là pour représenter aujourd'hui le parti de M. Laurent Gbagbo. Parce que lui a même quand on dit son nom, ce n'est pas bon. Et aussi, le PDCI est là, le RHDP, tout le monde est là, mais signalez-vous au fur et à mesure. Signalez-vous au fur et à mesure. Et je reviens en arrière parce que moi, je n'aime pas revenir en arrière. Tout par le peuple, dirigé par M. Serge Loba, mais aujourd'hui, il a choisi une femme pour venir, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être nous faire des yeux pour aboutir un peu à sa vidéo, je ne sais pas. C'est la chère dame, joliment habillée. Et nous moi, je suis de cette zone-là, de Gagnois, qui vient de Gagnois, avec ses bastons, à l'homme à Gagnois. Merci d'être là, madame. Merci beaucoup. Avec nous, nous avons aussi des ONG qui nous accompagnent, parce que qui parle de paix, parle de développement, parle de réalisation. Qui aujourd'hui n'aspire pas à avoir un toit à Abidjan? Est-ce que moi, je suis content de partir à Abidjan et de dormir sur mon grand frère, même s'il me donne l'hospitalité? Est-ce que je serai moi-même content? Parce que je vais me dire, en mettant mon pied ici, il va dire non, c'est un peu sale, enlève ton pied, mets ça là, puis ton bas, c'est ton grand frère, c'est tout. Donc nous avons aujourd'hui M. Mohamed Diaby pour nous parler un peu de très adressant. On va avoir peut-être un petit temps de parole, juste un petit, hein. Le reste serait maintenant sur les cartes de visite. Merci à vous d'être là. Sans plus tarder, nous allons commencer parce que nous n'avons pas trop de temps. Monsieur C.I. Clément, on va commencer par vous nous parler de votre association. Monsieur Désir de Paix, nous sommes à vous. Parlez conséquemment pour que la paix nous transcende. Parce que quand nous sommes transcendés par la paix, nous allons tous rigoler en sortant d'ici. Monsieur Clément. Merci bien, M. Jomo. La culture électorale, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une éducation. C'est une éducation, c'est un comportement, c'est une façon de vivre, c'est du civisme et c'est un état d'esprit. Et la culture électorale, elle est déclinée en 8 grandes parties. Et donc, c'est ces déclinaisons que je vais vous expliquer. Vous savez, quand on a cette culture-là, il y a des comportements qu'on ne peut plus se permettre de faire. Quand on a cette culture, il y a une manière de se conduire dans la vie. Nous sommes ici en Europe, nous voyons comment les choses se passent. C'est parce qu'eux, ils sont arrivés déjà à ce niveau de culture. C'est pourquoi, quand il y a élection, on entend parler de campagnes, de politique, mais une fois les élections finies, chacun va à ses occupations. Chez nous, on parle de politique du 1er au 31, 24 heures sur 24. En tout cas, il n'y a pas de répit. Donc, c'est un manque de culture qui fait cela. Alors, le premier point, quand tu as cette culture électorale, tu dois comprendre que l'enrôlement, c'est un droit, et le vote, c'est un devoir. Effectivement, en Côte d'Ivoire, c'est le nerf de la guerre, l'enrôlement et le vote. Nous ne le votons pas.
nous ne nous faisons pas enrôler et nous sommes les premiers à nous plaindre. Et ceux même qui ne votent pas sont les premiers à aller sur les champs de bataille pour s'entretuer, pour donner leur première partie. Alors, je vous parle d'élection, ne croyez pas que c'est pour venir parler de politique, de vote, non. Je dis bien que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, 80% tisse ses origines des élections. Donc, une fois, si on veut vraiment une paix durable, si on arrive à régler ce côté d'élection, on aurait fait une avancée sur 60% de nos problèmes. Voilà. Donc, je disais, quand on a la culture électorale, l'enrôlement, c'est un devoir et le vote, un droit. Vous comprenez? Donc, quand tu as cette notion-là, dès que tu as 18 ans, ta première préoccupation, c'est d'avoir ta carte d'électeur. Parce que tu dois décider, décider de ceux qui vont diriger demain ton pays, qui vont diriger demain tes communes, qui vont diriger demain tous les conseils régionaux. Alors, ensuite, quand tu as cette culture électorale, on doit bannir de nos habitudes les trafics d'électeurs et les achats de conscience. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bon, il y a des gens qui vont quitter Abobo, qui vont aller se faire enrôler à Mans, juste parce qu'on leur a proposé peut-être 5 000 francs, 10 000 francs. Pourtant, à Abobo, ils habitent, ils ont leur commune, ils ont leur maire. C'est celui-là qui va décider de ce qui va se passer dans leur région, mais ils préfèrent aller dans une autre région pour voter parce qu'on propose de l'argent. Et ça n'arrange pas. C'est pas bon pour la paix. C'est pas bon pour la paix. Ça fait partie de la culture. Quand tu as une culture électorale, on te propose de l'argent, c'est des choses que tu ne peux pas accepter. Tu refuses. Quitter ta commune pour aller voter ailleurs. Ça, c'est des sources de palabres. Quand on a une culture électorale, ces choses-là, on les évite. Quand tu as cette culture électorale aussi, tu dois te dire que c'est ton programme en tant que candidat, c'est ton programme de société qui doit te permettre de gagner une élection. Tu ne dois pas compter sur la profondeur de ta poche. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, ça fait que même les Ivoiriens, ils sont fous de ce qu'on appelle programme de société. Quand il y a campagne, quand il y a période électorale, alors celui qui va donner plus, hein, celui qui a donné 10 000 francs, il va le voter. Ne cherche pas à comprendre. Si celui-là vient pour arranger ta région, il ne viendra pas dans la région. C'est cette éducation-là que nous devons avoir pour être au-dessus. Quand tu as cette éducation, quand tu as cette culture électorale, ces genres de choses, tu les évites. Celui qui n'a pas un programme de société, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu dois savoir qu'est-ce qu'il peut venir faire pour toi. Tu ne cherches pas à savoir s'il a l'argent, s'il n'a pas l'argent. C'est vous de savoir ici en Europe, regardez très bien. Tous les grands politiciens ici ne sont pas riches. Ils ne sont pas riches ici. Ici, dans les grandes démocraties, c'est le riche qui fait le politicien. C'est le riche qui fait le politicien. Le politicien n'est pas riche. Et ici, dans ces grandes démocraties, quand tu es riche, alors tu vas au tribunal t'expliquer où tu as enlevé ta richesse. C'est comme ça se passe. Et donc, mais chez nous, malheureusement, il faut être riche pour faire de la politique. Et ça, c'est un manque de culture électorale. C'est un manque de culture électorale. Vous savez que, vous devez savoir que c'est parce que le peuple ne connaît même pas ça que le politicien en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, le politicien abuse de la naïveté du peuple. Parce que le peuple ne connaît pas tout ça. Mais le jour où ils vont se rendre compte que le peuple est en accord, en harmonie, fait corps avec cette culture électorale, je vous assure que les politiciens vont changer de langage. Ils vont changer de façon de se comporter. Parce qu'ils sauront que le peuple peut les sanctionner dans les urnes. Sinon, actuellement, à cause de l'argent, ils savent que le peuple ne peut pas les sanctionner. Donc, quand tu as cette culture électorale, tu dois regarder ton programme de société. Tu construis un vrai programme que tu proposes aux Ivoiriens. Quand on a la culture électorale, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Alors, quand on a cette culture électorale, on ne se fait pas justice. Voilà encore le problème. On ne doit pas se faire justice. On suit les voies de recours. Et lorsque les voies de recours décident contre nous, on accepte. Même dans la vie courante. Quand tu te fais justice, tu es condamné. Quand tu te fais justice, tu es condamné. Mais chez nous, dans un bureau de vote, ils ont fini de faire le compter. Ils ne sont pas tombés d'accord
Mais dans le bureau de vote, ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à se battre dans ce bureau de vote. Alors que il y a les voies de recours. Il y a d'abord la CEI locale, CEI régionale, CEI départementale, ensuite la vraie CEI Abidjan. Mais si ils ne tombent pas d'accord avec la CEI, mais il y a le conseil constitutionnel qui décide. Donc il y a assez de voies de recours qu'on pouvait suivre. Mais nous n'avions pas cette culture électorale-là. Ce qui fait que même dans le bureau de vote, on commence à s'entretuer. Quand tu suis les voies de recours, quand les voies de recours décident contre toi, tu acceptes. Ça, c'est avoir la culture électorale. Qui vous dit qu'ici en Europe, dans les grandes démocraties, quand on donne les résultats, les gens sont d'accord. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais ils acceptent parce qu'ils sont au-dessus de tout ça. Ils ont cette culture-là. Ils se donnent rendez-vous aux prochaines élections. C'est comme ça. Il faudrait que nous arrivons à cette façon de penser, à cette mentalité. C'est important. Quand on a cette culture électorale, on doit savoir qu'une élection ne se gagne pas par l'applaudimètre ni par le populisme. Alors, beaucoup peuvent se retrouver en Côte d'Ivoire quand tu es un grand politicien, quand tu es un politicien, quand tu es un populiste, quand tu es un politicien très connu, bien populaire, tu vois une élection que tu as échoué, ils vont dire qu'il y a eu la triche. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Si tu vois une élection, tu es très populaire, et puis tu perds l'élection, on dit qu'ils ont triché. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'on ne gagne pas une élection par l'applaudissement parce j'ai du monde derrière moi. On ne gagne pas une élection parce qu'on a rempli un stade ou qu'on a rempli une grande place. On gagne une élection parce qu'on a des militants qui se sont fait enrôler, qui ont leur carte d'électeur. Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas. Je vais vous faire la démonstration. Regardez par exemple cette carte. Ça, c'est l'élection de 90. L'élection de 90. Quand vous voyez là, il y a eu 3 049 000 qui ont voté en 1990. 3 049 000 qui ont voté en 1990. C'était la première élection pluraliste en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, je vais vous montrer l'élection de 2020. Nous sommes en 2020. Regardez les résultats, les votants. 3 millions. Ça, je ne l'ai pas inventé. C'est clair. Vous allez tout de suite taper sur Google, vous allez avoir tous ces résultats. En 90, il y a eu 3 millions qui ont voté, qui doivent voter sa constitution. 2 600 000 personnes qui ont voté. Et ça, on dit c'est tout le pays qui a voté. Et voilà, on fait tout un travail, il y a des palabres, on s'entretue. Bien. Ça, c'est celui de 2016. Le référendum de 2016. Votants. 2 800 000. Même pas 3 millions. Bien. Je vais encore vous faire ce rapprochement-là qui est très flagrant. Regardez celui-là. Ça, c'est l'élection de 2000. 2000, là où nos problèmes ont commencé. 2000. Hein? Alors, on se rappelle tous, 2000, il y a eu une crise post-électorale. Il y a eu déjà, c'était la première fois on a eu une CEI qui organise une élection. Hein? Et on a eu une crise post-électorale, on a eu 300 morts. Il y a eu un charnier. Regardez. Vous voyez là, il y a eu combien d'Ivoiriens qui étaient fait enrôler, inscrits. Il y a eu 5 400 000. Ils s'étaient fait inscrits. Donc cette élection, où il y a eu tous ces morts-là, concernant que 5 millions d'Ivoiriens. Mais ce que je vais vous faire remarquer, c'est que, alors, en 2000, il y a eu 5 400 000. Inscrits, mais ceux qui ont voté. Non, inscrits. Non, voté, il y a eu 2 millions. Voilà. 2 millions qui ont voté. Je dis bien inscrits, il y a eu 5 millions, mais je vais vous faire remarquer, sur les 5 400 000, en 2000, regardez en 2010, ceux qui se sont fait inscrits. Inscrits 5 700 000. Alors, cette élection de 2010, il n'y a pas quelqu'un qui a lancé un mot d'ordre de boycott, hein. On est tous d'accord. Et c'est l'élection la plus chère au monde. 300 millions, 300 milliards plutôt. Oui, l'élection la plus chère au monde. À cette année-là, le 2010.
et avec un tapage médiatique pas possible. On est tous d'accord. Mais regardez, en 2000, il y a eu 5 400 000 qui étaient enrôlés et en 2010, 10 ans après, il y a 5 700 000 inscrits sur la SNPL. Ça dit 300 000 seulement qui ont augmenté. Donc, vous voyez, ça c'est la preuve que les Ivoiriens ne votent pas. On s'entretue. C'est pourquoi je disais tout à l'heure au début que quand tu as cette culture électorale, ta priorité, c'est d'avoir ta carte d'électeur. Parce que c'est cette carte d'électeur-là qui fait de toi le maître du jeu démocratique. Même vite fait, regardez l'élection de 2020 au Ghana. Ça, c'est au Ghana. Vous voyez? Au Ghana, alors, ceux qui s'inscrivent, qui sont inscrits pour voter, sont 17 millions. Là où la Côte d'Ivoire fait 6 millions. 6 millions, 7 millions. Maintenant, ce qui est grave, c'est que, vous voyez, celui qui a perdu les élections au Ghana, il a perdu avec 6 millions de voix. Il a perdu les élections, mais il a perdu avec 6 millions de voix. Mais 6 millions là, ça c'est le collège électoral de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire combien de personnes sont inscrites sur la liste électorale là, c'est 6 millions. Inscrits, hein? Oui, inscrits. Vous voyez? Donc ça vous dit que les Ivoiriens vraiment ne votent pas. Parce qu'ils n'ont pas cette culture là. Vous voyez? Si tu lances des mots d'ordre de boycott, des enrôlements, alors pour pas espérer gagner une élection, c'est pas possible. Bien. Quand tu as cette culture électorale, tu dois savoir que pour gagner l'élection, il n'y a pas deux façons. C'est uniquement que d'aller voter aux élections. Pas ailleurs. Alors, je veux dire, les coups d'État, ces genres de choses sont prohibés dans une démocratie normale. Il n'y a pas de raison, on peut pas justifier un coup d'État. Tu veux arriver au pouvoir, tu dois savoir, quand tu as cette culture électorale, c'est dans les yeux. Dans les grandes démocraties, mais quelqu'un peut, de nos jours, personne ne peut aller aujourd'hui dire, il va faire coup d'État, va aller prendre une télévision pour pouvoir dire, lui, il n'est pas au pouvoir. Non, c'est pas possible. C'est dans les yeux. C'est dans les yeux. Ce comportement-là, il faut que nous l'ayons. Alors, quand tu as aussi cette culture électorale, celui qui est en face de toi, c'est ton adversaire. Ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'un ennemi, il est prêt à tuer. Mais un adversaire, c'est au cours d'un jeu. On parle d'adversaire. C'est au cours d'un jeu. Un match de football, c'est un jeu. Les ASEC Africa ou bien PSG, Marseille, au cours du match, les gens se conduisent. Mais à la fin du match, ils se saluent. Parce qu'ils se cognaient pour avoir le gain du match. Mais le match fini, ils se saluent. Et puis après, même certains se retrouvent dans les bistrots entre eux pour prendre des pots ensemble. C'est des adversaires. Et en politique, c'est ça. La politique, c'est un jeu. Donc, quand tu as cette culture électorale, tu dois avoir ça en tête. La politique, c'est un jeu. Quand il y a les périodes de campagne, tout ce qui se passe dans les campagnes, ça reste dans les campagnes. Et les gens finis, c'est terminé. Chacun va à ses occupations. Parce que ce que les gens ne savent pas, la politique, la définition simpliste de la politique, c'est la technique à adopter pour atteindre un objectif. La technique à adopter pour atteindre un objectif. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est en base de politique. Quand tu vas aller chercher du travail, c'est de la politique. Parce que tu veux avoir, tu veux qu'on te le tienne, donc tu mets tous les atouts de ton côté. Quand tu vas, même si quand tu vas draguer, tu fais de la politique. Parce que tu fais en sorte que la fille accepte et tout. Mais cette politique qui a trait au pouvoir d'État, ce n'est pas tout le monde qui la fait. Ce n'est pas tout le monde qui fait cette politique. Donc, dans la vie, quand il s'agit de période électorale, tout le monde s'active. Mais une fois c'est terminé, alors on passe aux autres formes de politique. On passe aux autres formes de politique. Quand tu as cette culture électorale, c'est comme ça que tu vas réfléchir. Et là, je vais finir là. Quand tu as cette culture, quand tu as la culture électorale, tu rentres dans un parti politique, tu adhères à un parti politique à cause des idéaux et des valeurs de ce parti politique. Tu n'y vas pas parce que tu aimes celui qui a fondé le parti. Tu n'y vas pas parce que tu vas aller former un fan club avec... Non. Parce que quand tu adhères à un parti politique à cause de l'individu qui a formé le parti, alors tu deviens accro. Tu deviens fanatique. Et lorsqu'il y a le fanatisme, la raison n'existe plus. Il n'y a plus de raison. Tu ne réfléchis plus. Tant que le patron n'a pas décidé, vous ne bougez pas. Et là, ce n'est plus de la démocratie. Donc, quand tu adhères à un parti politique, tu y adhères à cause des valeurs que prône ce parti, à cause
de l'idéologie que prône ce parti politique. Alors, ça c'est là que je vais terminer. Et donc, je dirais que la paix dans mon pays, c'est mon plus grand souhait. C'est la mission que mon ONG Désir de paix et d'avenir s'est fixée. Depuis 2011, nous envahissons le terrain. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir amener la paix en Côte d'Ivoire. Nous instruisons les Ivoiriens à cette culture-là, à cette éducation, parce que nous savons très bien et que nous sommes convaincus que si l'Ivoirien adopte cette attitude, adopte cette culture-là, beaucoup de choses vont changer. Les politiciens vont changer. Parce que, comme on le dit, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais pour avoir cette définition-là, pour qu'elle soit respectée, il faut que chacun joue sa partition. Le peuple doit avoir sa carte d'électeur. Parce que c'est cette carte d'électeur-là qui fait incliner tout candidat, même si tu es riche, même si tu es président de la République, candidat à ta propre session, ta carte d'électeur fait incliner tout le monde. Sur ce, je souhaite une bonne journée de paix aux Ivoiriens. Je dis merci, je profite pour dire merci à Marietou qui a organisé cette journée et à son ONG Good, ainsi que à Madame Nathalie de Pangé ONG. C'est ça, Madame. Je vous remercie. Les modalités de voie de recours. Les voies de recours, oui. En fait, alors chez nous en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection, c'est une commission électorale indépendante. Donc, quand on finit de faire les décomptes, première voie de recours, c'est à cette institution qu'on appelle la commission électorale indépendante, CEI. Au-dessus de cette CEI-là, il y a le Conseil constitutionnel. Donc, voici les voies de recours qu'un candidat peut utiliser pour pouvoir avoir gain de cause au cours d'une élection. En dehors de ça, on ne se fait pas justice. Et lorsque tu arrives au bout de ce processus, qu'on dit tu as tort, tu acceptes ton tort. La question, le rôle d'un artiste dans ce processus de paix. Le président a organisé des tables rondes, invité des artistes pour essayer de discuter ensemble, de trouver les voies et moyens pour qu'on puisse parler de cette paix-là, qui est le bien de nous tous en fait. Et pas plus tard que dimanche dernier, monsieur aussi était parmi nous à la table ronde, la 8e édition de la table ronde du modèle. Nous avons reçu des frères tiers qui nous ont donné leur point de vue, des sages qui nous ont donné leur point de vue concernant cette paix-là. Et donc, quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, nous sommes tous affectés ici, parce que nous avons une famille là-bas. Et quand on indexe une région de la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi affectés parce que moi, je viens de Gagnoa. Et ma tante a épousé un homme du Nord. Et donc, j'ai mes cousins qui sont du Nord. Mais moi, quand je vais en vacances, je vais dormir là-bas, je reste avec mes cousins. Donc, nous sommes tous touchés par cette guerre que malheureusement les politiciens nous infligent en fait. Et je rejoins aussi ce que M. C a dit qui est très important. Il ne faut pas suivre. On est dans un parti politique, mais il ne faut pas être fanatique de cette personne qui est au devant de ce parti-là. En fait. C'est les idéologies. Ça dit qu'aujourd'hui, moi je parle de ma région parce que je viens de là. Je peux mieux parler de ma région, Gagnoa. Et il y a longtemps de cela, autant que Oufou était encore là, je me rappelle bien, j'étais tout petit. Oufou félicitait tous les grands planteurs de la région. Et mon père, il était parmi ces grands planteurs de la région. Donc, il a offert des tracteurs à chaque grand planteur de la région. Et moi, je trouve cette idée vraiment magnifique, en fait. Parce que, on disait tantôt que le slogan disait quoi, que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, le développement repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de route pour aller dans nos champs. Il n'y a plus de route, en fait. Et donc, franchement, c'est désolant. C'est très grave. C'est bien de faire des routes. C'est bien de construire des ponts. Ça, je suis d'accord, parce que l'évolution demande ça. Mais le vrai problème, on ne mange plus comme avant. Le vrai
problème, c'est que le cultivateur aujourd'hui ne vend plus pour mettre ses enfants à l'école, en fait. Parce qu'avant, nous, mon père, il avait une grande ferme, on vendait les poulets pendant les fêtes. Et ceux qui venaient acheter les dindons, tout ça, c'était les vieux baoulés qui venaient acheter nos dindons. Et tu lui dis 18 000, mais il achète le truc sans problème. Ça veut dire que l'agriculture, nos parents vivaient de ça et ça marchait bien. C'est pas fini. Le travail n'est pas encore fini. Et je félicite toutes ces associations-là aujourd'hui. On parle de paix pour que tout le monde rentre au pays. Et c'est pas d'abord le fait de rentrer. C'est-à-dire qu'il faut rentrer, mais tu rentres comment? Tu rentres, tu as le quartier qui te regarde bizarrement, tu as des gens qui te regardent bizarrement, ta maison tu n'as plus ta maison, tu n'as plus tes biens. Il faut qu'on pense à tout ça. Parce que nous ne formons qu'une seule personne. Donc, merci à tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Marito qui m'a confié à cet événement. En fait, moi, c'est Nathalie Kouni, secrétaire général de TPLP, créé par M. Serge Loma. Tu veux dire tout par le peuple. peuple. Définissez un peu tout par le peuple. Tout par le peuple, TPLP, qui est un mouvement qui est né, qui est déjà le fruit d'une vision inédite, portée par des femmes et des hommes qui ne veulent pas se résigner à une société sans espoir. Le TPLP travaille essentiellement sur les solutions civiques, l'éducation populaire, la communication d'intérêt général. Alors, nous, au TPLP, on se dit que les citoyens doivent être impliqués dans la vie politique. La politique implique toujours l'environnement dans lequel on vit, la culture, l'économie, tout ce qui permet à l'être humain d'être autonome et vivre dans un environnement sain et être bien et en paix. Aujourd'hui, on parle de paix. Alors, j'ai trouvé un peu mon style. Tiens, je peux t'en donner. Hein. Non, Je t'en fais. Donc, moi, je définis comme ça le mot paix qui nous réunit ici aujourd'hui. Il faut disait à l'époque, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais moi, je disais plutôt le contraire. Avant que la paix ne soit un comportement, il faut déjà le mettre dans la conscience, savoir qu'est-ce que c'est pour avoir un comportement. Tout passe par la conscience d'abord. C'est pour ça que nous, on travaille sur la conscience. On travaille sur l'éducation populaire. Et on devait plus travailler à définir le mot paix aux Ivoiriens. Qu'est-ce que c'est que la paix? Alors, j'ai fait une petite recherche. La paix est un état de concorde, d'accord entre les citoyens, les groupes sociaux, l'absence de lutte sociale, de troubles sociaux. Être en paix, c'est ça. Converger ensemble. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne converge pas ensemble parce qu'on n'a pas réussi à construire une nation. On diverge ensemble parce qu'on est des groupes ethniques vivant sur un territoire. Et chacun a sa façon de percevoir la société. Donc, il faut qu'on travaille à construire une nation. Donc, c'est ça mon premier. Une nation, c'est des gens qui s'entendent sur tout et qui ne s'attendent pas sur les petits, même quand c'est un tout petit truc, mais on trouve toujours des solutions. Ça fait plus de 20 ans que moi j'ai vu en France. Ici, ils ont mené des combats, ils ont fait des guerres, ils se sont bagarrés, ils ont réussi à construire une nation. Même quand ça ne va pas, ils s'entendent sur l'essentiel, le bien-être et la paix sociale. C'est comme ça que ça se passe ici. Moi, je vis, parce que moi, ma vie, je suis ici, en Côte d'Ivoire, on y va en vacances, mais de loin, on voit ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, on parle de paix. C'est très bien. La paix, c'est ce qui emmène le développement d'un pays. Dans nos pays, les politiques, est-ce qu'on fait vraiment la politique? On ne fait pas la politique, on fait de la distraction. On fait la politique en Côte d'Ivoire. C'est pas pour le bien-être du peuple, c'est pour le bien du politicien, de sa famille, de ses amis. C'est ce qui se passe en général en Afrique. Il n'y a personne. Et moi, je travaille à ce que la politique soit pour le bien des citoyens. Alors, quand on va à une élection, que cette élection soit vraiment dans l'unité des citoyens, de l'Ivoirien, que élire quelqu'un,
C'est pas Élie son frère, ni son cousin, ni son ami. C'est Élie quelqu'un qui va être à la tête d'une nation. Oui. Qui va diriger une nation. Qui va nous apporter le bien-être. Qui va travailler pour la nation. On lui a dit, un président chef d'État, il travaille pour le peuple. C'est pas le peuple qui travaille pour lui. Et il travaille avec et par le peuple. Parce qu'il travaille par rapport à ce que le peuple lui aura prédit. Parce que nous, le peuple doit participer à ça aussi. Tu ne vas pas rester là pour que le président de la République vienne mettre la route chez toi. Mais pourquoi est-ce qu'il doit mettre la route? Moi, dans mon village, là d'où je viens, à Gagnoa, c'est dans mon village que passaient toutes les remorques qui transportaient les billes de bois pour aller de, je ne sais pas d'où, jusqu'à Sassandra ou à San Pedro, au port. Mais jusqu'à présent, cette route n'a jamais été faite. Alors moi, je dirais par exemple, faites cette route parce que c'est la route la moins courte pour aller de Gagnoa à Sassandra. C'est très important. À San Pedro même, il y a le port à San Pedro. Mais si les gens, à cause du mauvais état de cette route, doivent faire le détour pour passer de Gagnoa, Soubré, je ne sais pas où, c'est très long. Alors que quand on met le bitume chez moi, c'est là que passe le cacao, c'est là que passaient tous les éleveurs. En tout cas, c'était la grande route. Si on doit dire mais la route de la soie, c'était cette route-là, parce que j'ai grandi là. Aujourd'hui, elle est délaissée, mais l'État y travaille. Il respecte toutes les rues souvent faites. Donc, le chef de l'État fait cette route parce que voilà ce qu'elle nous apporte. Mais je n'ai pas dit, ah, mais la route n'est pas faite. Mais viens faire cette route. Mais pas, mais ta route là, mais tu veux que je la fasse, c'est pourquoi? Il faut que je l'amène à faire cette route. Donc, moi, en tant que citoyenne, c'est à ça que je travaille. Il faut l'amener à faire cette route, le convaincre. Donc, nous, les citoyens, on doit travailler à ça. Maintenant, les élections en Côte d'Ivoire, comme l'a dit M. Clément Séli, il faut qu'on ait la culture électorale. Pourquoi tu vas voter? Et pourquoi tu votes M. Niawa qui est assis devant moi? Votez M. Niawa. Est-ce parce qu'il s'appelle M. Niawa qui vient de ma région? Ou bien je le vote pour qu'il soit le président des artistes parce que M. Niawa, il sait danser tout. Merci. Je suis toujours dans votre de moderne. Tu sais tout danser. Donc moi, je te voterai parce que tu apporteras quelque chose à tout le monde. Que ce soit un Français, un Américain, un Libanais. Tu sais tout danser. Donc moi, je te voterai pour ça. Parce que tu apportes quelque chose à la culture. Merci. Alors, l'Ivoirien en particulier, lui, pas qu'on reste dans les partis parce que telle personne est comme ça, il est beau, il est joli, il vient de ma région, je le veux. Non. Votons les gens parce qu'ils ont des idées. Parce qu'ils ont des idées pour tout le peuple, pour tout le monde, pour l'éducation, pour la culture, pour l'économie, pour le développement et surtout le développement. C'est ça qui nous tue en Afrique. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays, la Côte d'Ivoire, où il y a la forêt, la terre à perte de vue, les Chinois même vont lutter la terre avec nous. Et nous, on ne peut pas produire du riz pour nous autosuffire. Et on doit importer du riz. Pourtant, on peut cultiver le riz. On peut tout cultiver, tout faire. Donc, il faut qu'on amène nos dirigeants à prendre conscience de ça. On veut dire, ah, la vie est chère, achetez de la vie. C'est vrai que nous, déjà, ils ont tous fait l'Europe. Hein. Ça, ils ont tous, tous nos politiciens, ils ont tous fait l'Europe. Ça, comment ça se passe ici? Nous, on a grandi dans les villages. Donc, nous, on a la culture du village, la culture de la famille, la culture, comment je dois définir? Je dirais du village simplement. Et dans nos villages, nous, quand on partait en vacances, donc, nos parents faisaient de grands champs de riz. Moi, je sais faire du riz. Nettoyer le riz jusqu'à ce que le riz arrive dans le sac pour qu'on consomme le riz. Moi, je sais le faire ça. Mais aujourd'hui, combien sont les Ivoiriens qui peuvent aller même défricher une portion de terre pour faire du riz et se nourrir? Dans nos pauvres villages, on achète le riz. Ça, c'est pas possible, c'est pas normal. On doit revenir au fondamental. On doit réussir à mettre en valeur ce que la nature, je dirais, Dieu nous a donné. Il nous a donné la terre. Sous la terre, il y a tout. On a tout en Afrique. Alors pourquoi souffrons-nous? Pourquoi on attend toujours que tout nous tombe du ciel? D'accord. Travaillons avec ce qu'on a. Travaille avec ce que tu as. Ne cherche pas trop. Mets juste en valeur ce qui est en face de toi. Et vous allez voir, on va s'en sortir. Du point de vue politique, suivant les politiciens, parce qu'ils ont des idées qui nous. Est-ce qu'on peut développer nos pays? Sortons des appartenances ethniques. Faisons de la Côte d'Ivoire une nation. Au moins, je voterai telle personne, pas parce qu'il vient du Nord, ou bien de l'Ouest, ou bien de non, mais parce que je sais qu'il a des idées pour la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens.
Faisons de la Côte d'Ivoire une nation et pas un territoire sur lequel on vit et chacun est dans sa bulle. Je vous remercie. Merci. Moi, je représente le RDD, le réseau de la ville de la diaspora. C'est une association qui a pour but d'aider les personnes âgées au niveau de la France et de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes une association, nous n'avons pas encore vraiment décollé, mais nous sommes en train de travailler pour arriver à définir pleinement le but de notre association. J'ai été invité par Marietou, du COUD, qui plusieurs fois nous sommes rencontrés à l'ambassade, aux réunions de l'organisation de l'ambassadeur, du bulletin KKB, et pour la paix. Et comme nous, dans notre association, à chaque fois que nous faisons des réunions, nous avons toujours développé la paix dans notre association. J'ai dit, mais pourquoi pas? Si elle m'invite, il faudrait que je vienne pour savoir exactement quel est le but de cette réunion. Et c'est pour ça que je suis arrivé avec l'accord de mes collègues de l'association. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai bien compris. J'ai bien compris parce que M. CI, tout à l'heure, a pris la parole, et ce qu'il a dit, franchement, c'est ce que je pense depuis longtemps. La Côte d'Ivoire n'a pas la culture de la démocratie. Et ça fait longtemps que ça existe. Les gens se débattent toujours pour des problèmes personnels, pour voter toujours quelqu'un qui appartient à leur groupe ethnique, ceci et cela. Mais c'est difficile de pouvoir s'entendre comme ça. On ne pourrait pas arriver quelque part. Il me montre un schéma de comment on appelle, de votants. Sur combien de millions d'habitants? 35 millions, je ne sais pas combien? 28 millions? Il n'y a que 3 millions, 2 millions 8 qui votent. Et avec ça, on dit qu'on est prêt à diriger un pays avec une partie de ces 2 millions 8 où on est majoritaire pour gérer toute une population. Mais c'est difficile. Franchement, moi, je peur pour l'avenir. Mais j'espère quand même qu'avec ces prises de conscience individuelle qui va prendre beaucoup d'ampleur, je pense qu'un jour, on arrivera quand même à faire quelque chose. Ça me fait très mal au cœur parce que franchement, la Côte d'Ivoire est un pays qui a tout le potentiel intellectuel et, comment on appelle, des ressources qui peuvent nous faire avancer, mais il faudrait qu'on fasse un effort. Cet effort-là, je pense que je serai prêt nous serons, avec le RDD, nous serons prêts à suivre les bonnes idées, surtout les idées de paix et de développement. Merci. Merci de m'aider, juste pour me faire entendre. Pour maîtriser son auditoire, il faut se mettre debout. Alors, merci pour l'enrichissement. Alors, je vais intervenir juste au niveau des 3 points. Le premier point, pour présenter un tout petit peu mon association. Il faut dire que mon association se dénomme NGSP, Nouvelle Génération pour la Solidarité et la Paix. Nous avons 2 volets principaux. Le premier volet, c'est la solidarité. Qui dit la solidarité dit entraide. Entre nous, la plupart des membres de mon association, ils sont jeunes comme moi. Il y a d'autres qui ont fini les études, il y a d'autres qui sont ivoiriens, il y a d'autres qui sont français, etc. L'entraide entre nous, jeunes d'abord, et entre nous et les autres. Entre nous, cela passe par tout ce qui est accompagnement au niveau de recherche d'emploi, les stages, les alternances, etc., au niveau des études, mais aussi recherche de logement, recherche d'intégration, d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Voilà. L'accompagnement au niveau des autorités françaises, surtout au niveau de l'acquisition des documents d'identité, de naturalisation, des titres de séjour, d'avis d'imposition, etc., etc. Ça, c'est au niveau de la solidarité.
Le deuxième volet qui est richesse de la paix, c'est vraiment la richesse de la paix totale, concrétiser cette chanson de paix que nous chantons depuis tant d'années, essayer de concrétiser ça. Cela passe par plusieurs points. Donc ça, c'est un tout petit peu la présentation de mon association. Maintenant, je reviens au thème d'aujourd'hui qui est processus de recherche de la paix. Qui dit processus de recherche de la paix, la question qui se cache derrière, c'est qui fait quoi pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. J'ai vu un tout petit peu les différentes interventions. On a un tout petit peu essayé de revenir sur ce qui s'est passé, mais au fait, la question n'est pas là. La question est, on fait quoi maintenant pour que les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, pour que ces problèmes puissent être résolus. Moi, déjà, avec mon association, on a déjà commencé à travailler sur le terrain, la rencontre des différentes communautés ivoiriennes en France. Monsieur Zadi peut en témoigner, mon secrétaire général a déjà pris contact avec lui. En tant que représentant de la jeunesse PPACI, on va rencontrer également les autres partis politiques, RHDP, PDCI, etc., etc. Je ne prends pas la parole ici en tant que représentant d'un parti politique, mais en tant que citoyen ivoirien. Et je parle aux Ivoiriens. On va rencontrer déjà les différentes communautés, leur poser quelques questions, les écouter pour qu'ils puissent déjà s'exprimer profondément, comprendre la source du problème et maintenant leur proposer des solutions. Parce que si tu ne veux pas aller à la paix, je parle à l'ancienne génération, si tu ne veux pas aller à la paix, que la nouvelle génération que nous représentons, prenons la relève, je pense que les vieux vont surtout les personnes âgées vont se remettre à notre niveau. Si tu ne veux pas aller à la paix et que tu vois ton fils avec l'autre que tu conçois peut-être comme ton ennemi, tu es obligé de te remettre à la marche de la paix. Ça, c'est déjà le défi que nous nous sommes relancés. Donc, mon deuxième point, ça sera l'éveil de conscience des jeunes ivoiriens. Il faudrait que la jeunesse quitte dans l'inconscience où on pense que la politique est un métier. La politique n'est pas un métier. Mais la jeunesse ivoirienne, surtout le peuple ivoirien, a fait de la politique un métier. Celui qui a un poste dans la politique pense que voilà, il est le plus riche. Non, on fait la politique parce qu'on a un programme, parce qu'on pense qu'on peut attribuer ou on peut apporter quelque chose à la population. Du moment où on ne peut rien apporter, ça ne sert à rien d'aller se présenter aux élections. Et le deuxième point, c'est au fait, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il y a un stéréotype au niveau des Ivoiriens. L'appartenance. Il y a d'autres qui ont évoqué un tout petit peu, mais moi je vais détailler. Certains pensent que, ou d'autres personnes pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée ou la Côte d'Ivoire est leur héritage. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. Qui dit Ivoirien? Il y a pas mal de personnes qui sont ici qui ont la carte de la France dans les poches. Mais est-ce qu'on les a dit un jour que la France ne les appartient pas? Non. C'est nous. Au fait, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus raciste au monde. C'est à travers ton nom, tu dis tout de suite ton nom, on t'attribue une religion, on t'attribue un parti politique à travers ton nom. C'est vrai. Mais nous, jeunesse, nous, ça c'est notre combat premier. Enlever cette idée que les anciens ont su mettre en nous, on nous a mené à détester l'autre. Ça, c'est pas notre faute. C'est les anciens qui ont fait. Maintenant, nous, nouvelle génération, notre combat, c'est d'enlever ça dans la tête des jeunes ivoiriens. Moi et mon association, au fait, on a un engagement, je n'arrive pas à déterminer, mais la réconciliation sera parfaite et totalisée. Avec mon association seulement, mais je pense que je vais me faire accompagner par d'autres personnes. Donc, il faut qu'on prête attention à ça. La Côte d'Ivoire n'est pas propriété de quelqu'un. Arrêtons de dire l'autre il n'est pas ivoirien, l'autre il est ivoirien, l'autre il est venu, il a pris mon pays. Non, arrêtons ça. Donc, et la politique à l'ethnicisme. L'ethnicisme, lorsqu'on veut faire la politique, il faudrait que on rentre dans un parti politique qui a un programme. Ne rentrons pas dans un parti politique parce que le chef ou le leader est des mêmes religions que moi ou est des mêmes ethnies que moi. Ça, c'est ce qui a pris le dessus en Côte d'Ivoire. Et c'est au temps d'Oufo, il y avait Ivoirien. Il n'y avait pas Ivoirien du Nord, il n'y avait pas Ivoirien du Sud. Il y avait Ivoirien. Et ceux qui sont venus après Oufoui, je ne vais pas faire tel nom. Par contre, franchement, il y a Alassane Ouattara, il y a Bédié, il y a Babo, ce sont eux. Les partis politiques sont là, ils vont m'excuser, mais ce sont eux. Il faudrait que nous, nouvelle génération, ces trois personnes-là ne vont pas rester éternellement. Ils vont partir un jour, soit
par un autre moyen ou par un autre moyen. Voilà. Donc, il y a 1001 seul moyen de réconcilier les Ivoiriens. C'est d'enlever l'idée d'ethnicisme en nous. Tant qu'il y a cette idée, on ne pourra jamais avancer. Donc, il faudrait qu'à partir d'ici, chacun de nous puisse mener une petite action pour qu'il y ait la paix totale en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. L'organisatrice de l'événement et qui nous donnait l'occasion en tout cas de nous exprimer via des tribunes médiatiques comme les vôtres. Faites attention au message, pas à ma voix, je suis un peu grippé, donc c'était pas là le plus important. Donc, 3 choses. Donc, d'abord, la paix. La paix en elle-même, je pense que, enfin, voilà, c'est bien peut-être de parler de la paix. Il y aura peut-être des sceptiques parmi nous, on peut déjà commencer par sa négation. Enfin, si on n'est peut-être pas sûr que la paix, c'est ce qu'il faut rechercher, on pourrait peut-être voir ce que donne la guerre. Enfin, voilà. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe avec l'Ukraine, je pense qu'on est tous convaincus que c'est pas ce qu'il faudrait pour nous. Donc, non seulement avec les migrations d'une part, de ce que ça peut faire un État comme la France aujourd'hui avec des prix qui sont multipliés par 3 pour certains produits, directement ou indirectement liés à la guerre. Je pense que, en tout cas, voilà, enfin, si on est sceptique sur la paix, on sait tous pertinemment que la guerre ne sera pas la solution. Donc voilà, il y a le cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que directement ou indirectement, on a tous perdu quelque chose. Hein. Enfin, donc, que ce soit du nord, du sud, de l'Est ou de l'Ouest, on a que des mauvais souvenirs de ce qui s'est passé sur la décennie, donc même des 10 dernières années pendant la crise post-électorale. Donc voilà. Après, il faut qu'on soit d'accord. Donc je crois que c'est Spinoza qui disait que parce qu'en fait généralement on se dit qu'en fait quand il y a pas la guerre donc on est en paix. Non, la paix c'est pas l'absence de guerre. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas en guerre qu'on est en paix. Donc ça aussi qu'on soit d'accord là-dessus. Donc le principe un peu universel, je crois que le de Spinoza, l'assignation, j'ai un petit doute. Donc c'est à la fois en fait une vertu, comme vous l'avez si bien rappelé, j'ai pas votre nom, c'est un comportement. Voilà, c'est tout un ensemble en fait c'est même une confiance qu'on va avoir aujourd'hui en une nation qu'on doit se battre tous en fait pour aujourd'hui construire. Parce que encore une fois, c'est en tout cas un ensemble de vertus, donc de confiance, de lois qu'on va avoir aujourd'hui, notamment démocratiquement, pour pouvoir arriver en fait à une situation où le bien vivre ensemble prédomine et on arrive effectivement à avoir en fait un épanouissement à la fois personnel et professionnel. Donc voilà, donc, c'est un peu le cas de la France, etc. Donc alors, dernière transition sur ce que je voulais dire concernant donc la paix. Il faut qu'on soit d'accord aussi. C'est vrai, on a tendance à croire que généralement, voilà, les Ivoiriens, enfin pas qu'ils n'aiment pas la paix, mais on est tous un peu sur nous-mêmes parce qu'on est tous ethniquement rattachés à un groupe. En disant que oui, bah voilà, on pense à nous, on ne pense pas forcément en fait au développement du pays. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est à peine 60 ans. Encore une fois, il faut bien comprendre que chaque État a un métabolisme. On prend l'exemple aujourd'hui très souvent et naïvement à tort de la France. Moi, j'aime bien rappeler souvent en fait à mes interlocuteurs, la France, c'est plus de 100 ans d'histoire, c'est parfois 200 ans de démocratie. On peut pas demander aujourd'hui à un enfant de 7 ans d'avoir la sagesse d'une personne de 21 ans. Il faut laisser les choses se faire tout seul. On veut naturellement aller vite, naturellement. Il faut savoir, c'est ce que Maslow, je crois aussi, qui démontrait. L'être humain, par essence, pense d'abord à ses besoins primaires. Hein. En France, ici, on parle de démocratie aujourd'hui parce que les acquis sont... leurs grands-pères ont travaillé. Les Napoléon Bonaparte, là, ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà. Aujourd'hui, on va tous rentrer chez nous aujourd'hui en allant manger. En allant encore une fois ne pas avoir quel que soit le président qui sera là parce qu'on a l'alimentation en fait qui est faite, il y a des industries qui sont en fait. Bon, bref, je dirais que chacun en fait plus ou moins a des besoins primaires qui font que maintenant on peut penser effectivement à autre chose. On peut tous se soigner, on peut tous manger, on peut tous se déplacer. Et nos États aujourd'hui doivent s'inscrire avant tout et qu'on le sache. Donc ça va arriver. On espère que ça arrive assez vite, mais il faut bien comprendre. Donc 60 ans ça reste assez jeune à l'échelle en fait encore d'un être humain. Ce qui est vrai à l'échelle d'un État, l'est naturellement à l'échelle en fait des êtres humains. Les gens en fait comme rappelait monsieur de DPA Côte d'Ivoire et ils disent enfin pendant les parties on achète le conscience etc. Je pense qu'aujourd'hui comme disait l'autre la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ces personnes qui sont sensibles et susceptibles en fait auprès de ces achats électoraux puissent avoir leur propre indépendance, puissent avoir en fait leur propre émergence de sorte qu'ils ne soient plus enclins, comme en France naturellement, à parler d'idées. Voilà. Donc quand on parle d'idées, c'est parce qu'on a des dons. Aujourd'hui, le thème du débat, c'est quel est le rôle de la diaspora dans le processus de recherche de paix. Donc on a déjà parlé du fait que la paix,
c'est un préalable au développement. Nous, aujourd'hui, je pense que quand on a pris la peine de sortir de son pays et d'arriver jusqu'en France, on a déjà d'une part, on va dire quelque chose qu'on a pris à faire nous, directement ou indirectement, c'est le vivre ensemble et surtout avec les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en France, on accepte la diversité. Et c'est cette diversité ethnique qu'on doit essayer d'appliquer, par exemple, encore avec nos frères, en fait, d'autres ethnies. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle fondamental. Il faut pas trop en vouloir parfois, à tort, en fait, à nos frères qui sont, en fait, qui n'ont peut-être pas eu la chance, en fait, de sortir, qui sont pour la plupart renfermés sur eux-mêmes. Je pense que le message, il est de notre côté, qui avons aujourd'hui eu la chance de côtoyer, enfin voilà, des Français, des Belges, des Allemands, etc., qui sont sortis. Après, donc ça, voilà, je dirais encore une fois, donc l'apport de cette de notre expérience, tout simplement, naturellement, donc de tolérance, du fait qu'aujourd'hui, on parle à tout le monde dans ce pays-là directement. Et la deuxième, c'est naturellement des compétences que nous, en tant que personne, en tant que l'expérience qu'on a réussi à acquérir en fait en Europe ici, en quoi est-ce qu'aujourd'hui on se bat à notre niveau pour la mettre en pratique auprès de nos frères et de nous pour le bien-être et de sorte qu'ils ne soient plus enclins à être à la merci des partis politiques. C'est en cela qu'aujourd'hui, moi, en tout cas en ma qualité de directeur d'agence immobilière, nous avons développé une solution qui permet aujourd'hui à des citoyens, et déjà, encore une fois, de faciliter l'investissement direct donc de nos frères et de nos concitoyens qui résident en Europe ici, en Côte d'Ivoire, et plus généralement un peu partout, mais principalement en Côte d'Ivoire, où vous avez la possibilité de rester en France, et à moyennant des paiements de factures, des prélèvements mensuels, de réaliser en fait un projet aujourd'hui en Afrique. Et c'est totalement inédit. Donc c'est des actions concrètes donc, que des agences immobilières ont mis en place à travers des fonds d'investissement français qui nous accompagnent sur ces projets-là. On fait simple. Moyennant des mensualités de 200 à 300 euros aujourd'hui en France, vous avez la possibilité de réaliser une maison, d'acheter un terrain. Et donc, ces actions concrètes, je répète encore, qui vont s'inscrire dans la marche du développement naturellement et amener, comme Yomo le disait tout à l'heure, à l'épanouissement en fait de nos frères et qui vont avoir effectivement donc leurs besoins primaires assouvis vont naturellement s'inscrire dans une démarche de paix. Donc c'est le message que nous sommes venus passer du fait que voilà donc des solutions existent. Aujourd'hui nous avons un vrai pouvoir d'achat, donc une propension à consommer en Europe, c'est de rallouer ces montants là vers la Côte d'Ivoire, vers l'investissement et surtout à travers des facilités qu'on ne sent pas. Ça veut dire 200 euros, 300 euros. L'agence est française, elle est située à Herblay. On a la possibilité de vous écouter du lundi au vendredi et de prendre des besoins et de les faire se réaliser. Donc, des terrains, on en a aujourd'hui partout. Donc, tant à Songon, à Bassa, à Mayam Sokro, à Jacquesville, à Abidjan, partout. Donc, le gouvernement nous a vraiment facilité donc, les actions dans ce sens-là. Je serai naturellement disponible après la rencontre si personne voulait nous rencontrer pour essayer d'en savoir un peu plus sur toutes ces modalités-là. Enfin, je conclue sur ces deux phrases. Donc voilà, au niveau de la diaspora, déjà la mixité. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous un voisin, soit français naturellement pour la plupart, ou soit belge. Donc, essayons de faire appliquer ces valeurs-là auprès de nos frères à d'autres bords ethniques, si nous sommes déjà là auprès de nos frères BT, tout simplement, pour arriver encore à de la paix. Et on a la chance, je dis bien, on a vraiment de la chance d'être dans un pays développé. La France est une très grande puissance économique. N'en voulons pas parfois à nos frères qui n'ont pas notre expérience, qui n'ont pas notre savoir, qui n'ont pas notre maturité, et emmenons-les, eux, nous, gens de la diaspora, à comprendre les choses. Parce que, voilà, comme on dit, quand vous n'avez pas encore voyagé, vous n'avez pas vu beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez le message, s'il vous plaît. Voilà. Je disais tantôt que le mouvement des artistes de la diaspora a instauré, le président Seul-Dekis a instauré le train de la paix. Donc, on invite tous les faire tiers, le président de l'association, les artistes, la population civile à monter dans ce train. Parce qu'aujourd'hui, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on se parle entre nous-mêmes. Il faudrait qu'on oublie les querelles, en fait. La date, c'est? Alors non, pour l'instant, vous pouvez aller sur le site du Moder sur Facebook. Vous allez voir un peu ce qu'on fait. Et on va vous communiquer la prochaine table ronde. On a fait la 8e passée. Donc, le train de la paix, elle démarre parce que le président, nous avons fait des tournées européennes. C'est pas seulement sur Paris parce que il faut qu'on aille partout chercher nos frères ivoiriens. Merci beaucoup. C'est juste pour parler de train de la paix aussi, oui, qu'on invite vraiment massivement tous nos frères et sœurs à être dans le train. Merci la victoire. Merci à vous aussi. Merci à toi, docteur. Ce qui veut dire qu'on est tous épris de paix. Je tenais aussi à remercier les grandes associations qui sont là aujourd'hui, qui ont bien voulu participer
à cette journée de la paix. J'avais vraiment voulu m'étaler sur la journée de la paix, bon, malheureusement, j'ai pas le temps. Et je voulais dire merci aussi pour la journée du 15 juin que nous avons ici. Pratiquement tous étaient membres à la réalisation, qui a permis de nous retrouver à nouveau. L'initiation de la journée de la paix nous donne l'occasion de nous retrouver, nous donne l'occasion de nous exprimer. On était parti sur des items qui sont au tableau. Malheureusement, on s'y est pris tellement tard qu'on n'a pas eu le temps d'exposer. Et on a une personne qui n'a pas pu venir, Madame Sylvie Etienne, qui est présidente de l'ONG Smile Africa. Elle devait exposer sur la culture de la paix. Donc, l'engouement à la présence de tout un chacun de vous montre que nous avons vraiment envie du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, l'année prochaine, si Dieu permet, nous organiserons vraiment une grande journée de la paix et nous nous retrouverons pour la fêter massivement. Je parlerai peut-être après si j'ai 5 minutes, parce que j'ai encore des choses à vous dire. Mais je vais laisser la parole à Madame Nathalie Kessler, qui est présidente de l'ONG Plongée, Ingénierie de la paix. Je l'ai invitée parce qu'elle est mondialement reconnue par les œuvres de paix qu'elle fait. Donc, on va se référer à elle aussi pour prendre le modèle. Voilà, donc je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle nous donne des exemples d'actes posés pour la paix. Merci beaucoup, Voilà. Marie. On va lui dire merci aussi pour le cocktail, c'est elle qui nous offre. Oh là là, merci beaucoup. Marie, pour la bienvenue. Je veux remercier la mairie du 19e arrondissement qui nous a toujours accueillis depuis que le COUD existe. Et à travers notre grand frère Daouda qui travaille ici, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Je leur remercie. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, Marie, pour la bonne présentation. Exemple son mot là. Donc merci à tous. J'ai l'impression d'avoir un rêve ici parce que ça fait longtemps que je rêve de visiter les diasporas. Et c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, je suis ivoirienne si vous le voulez bien. Vraiment, je me sens très heureuse d'être parmi vous et je me sens vraiment bien aujourd'hui. Alors, c'est très important ce que j'ai à vous dire parce que j'ai besoin de votre concours pour travailler sur un grand projet. Donc, avec mes assistantes qui sont là, qui sont stagiaires chez Plongée, on a beaucoup travaillé sur un projet de loi. Notre ONG, Plongée ONG, a obtenu le statut ECOSOC auprès des Nations Unies en juillet 2021, donc il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'on a un peu un statut au niveau de l'ONG d'ambassadeur at large, donc on va désigner Madame Akissi bientôt comme représentante à Genève. Elle mérite. Elle devra défendre l'heure, ça ne l'empêche pas non plus de défendre les siennes quand elle va voir les rencontres des ambassadeurs, où elle peut glisser des messages. Voilà. C'est ça l'avantage, c'est que c'est 50-50. Voilà. Ce qui est important aujourd'hui, donc je vais essayer d'être rapide. Donc on vous a préparé un petit PowerPoint, si vous pouvez regarder. C'est d'une part donc, un projet de proposition de résolution, de projet de résolution qu'on veut déposer auprès des Nations Unies sur une loi anti-meurtre. Ça veut dire, j'ai du mal à trouver le terme, je ne sais pas s'il convient. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on devait faire une réunion de travail pour redéfinir un peu, c'est encore en cours de finalisation, vous voyez. Donc vous êtes encore dans ce cours de processus, vous pouvez encore intervenir sur les premiers têtes de chapitre. D'accord, les articles. L'écriture des articles. Donc on l'a décliné sous forme de charte pour l'instant. Si vous avez des meilleures idées, allez-y. Hein. En fait, rien n'est figé en fait dans cette écriture. C'est un peu comme un roman à plusieurs mains. C'est nouveau, mais on peut aussi écrire cette charte à plusieurs mains. C'est le but. La loi anti-meurtre, l'idée c'est de promouvoir une loi à l'instar de ce qu'on a pu faire avec Paul Quillet sur
les armes nucléaires, l'interdiction des armes nucléaires, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de résultats. Enfin, on a obtenu, légalement, c'est internationalement reconnu, la loi est reconnue, mais au niveau des faits, concrètement, il y a toujours les armes nucléaires, vous comprenez, donc il y a peut-être une baisse drastique, mais en soi, l'équilibre de la terreur existe toujours. Voilà. Donc, c'est pareil. Au niveau des ONG que j'ai pu côtoyer, il y a eu beaucoup d'ONG qui travaillent sur la fin des guerres. Voilà. Et des mouvements en fin de guerre, avec des grands mouvements de foule de millions de gens. Moi, c'est pas mon propos. Moi, vous voyez, il n'y a pas des gros médias, il n'y a pas Forbes, il n'y a pas... Enfin, voilà. Je veux dire, moi, je travaille vraiment dans l'ombre depuis longtemps. Je préfère agir doucement, mais avancer pas à pas et asseoir les axes, comme vous dites, pierre par pierre, et bâtir des fondations solides. Donc, l'idée, donc là, de prendre un peu le contre-pied de ces grands mouvements de foule qui sont anti-guerre. Donc, je pense à une grande ONG coréenne dont je suis issue, le pays, j'entends, qui s'appelle DPCW, Declaration of Peace and War, qui déplace des millions et des millions de gens, des grandes personnalités. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était vraiment énorme. Oui, on connaît. Des stades entiers qui se réunissaient autour de la paix. Mais arrivé là, il n'y a toujours pas de résultat. Donc, l'idée, c'est de faire plutôt une loi qui, avec ou sans le concours des Nations Unies, puisse essayer de mettre tous les peuples, pas seulement les pays, mais les peuples en marche vers cette loi qui permettrait d'empêcher quiconque de tuer son prochain. Voilà, même les États. C'est-à-dire que part du principe qu'on ne tue personne. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà. Donc, logiquement, implacablement, la logique veut qu'on arrête les guerres, forcément. Vous voyez? Donc pour ça, on essaie de prendre le contre-pied donc du niveau international, donc nation contre nation. On part du principe que les nations entre elles sont une source finalement, le phénomène qui est des nationalismes est un peu une source de guerre, de conflit. Parce que logiquement, chaque nation doit se doter d'une armée de défense et même offensive. Donc à partir de là, on a élaboré tout un tas je ne sais pas si vous pouvez lire, tout un tas d'articles. Est-ce que vous pouvez aller sur les 10 articles? Voilà, donc on a élaboré 10 articles. Si vous allez sur DPCW, ils ont aussi élaboré 10 articles qui sont complètement différents. On a essayé, nous, d'écrire des articles beaucoup plus universels, qui soient trans-religion, trans-frontières. D'accord? Donc c'est ça qui est le plus difficile. On essaye d'écrire quelque chose, une charte, qui permette à chaque citoyen sur Terre de se sentir en famille, en universalité avec les termes. Donc on a besoin de la relecture de toutes les diasporas, et pas seulement les pays, pas seulement les diasporas, on veut inclure tous les peuples. Donc en fait, à partir de cette charte, on va aboutir à une encyclopédie en fait, de toutes les ethnies, de tous les peuples autochtones, et on va écrire, ça n'existe pas. J'étais l'autre jour avec l'ancien ambassadeur d'Arabie Saoudite, qui était qui était un spécialiste des peuples autochtones. Il m'a dit, je vais faire un dictionnaire des peuples autochtones, ça n'existe pas. Donc, nous, on va faire beaucoup plus large. On va faire carrément, on va dire, une encyclopédie. Et on vous invite aussi, en Côte d'Ivoire, vous avez très certainement des ethnies, des peuples qui n'ont pas la voix, et on veut donner une parole à tout le monde, en fait. Alors, il y a plusieurs orientations. Donc, il y aura dans ce grand livre, dans cette grande encyclopédie, donc un opuscule sur chaque ethnie, voilà, une monographie, et aussi dans la troisième partie, donc ça va se décliner comme ça. Donc, d'abord, ces 10 articles qui sont encore en cours d'écriture, parce qu'on attend votre lecture, on attend votre avis. On n'attend pas juste une lecture de 5 minutes. J'attends vraiment un comité d'écriture, s'il vous plaît. Oui. On avait déjà dit la dernière fois. On a avancé depuis la dernière fois, parce qu'on n'avait pas encore élaboré tous ces outils ce PowerPoint. Ce PowerPoint, on va vous le donner, vous pouvez le remodifier, et on va l'envoyer à chaque pays, chaque peuple, et chacun va pouvoir le réécrire. Et nous, on va adjoindre vos écrits en citant vos noms, enfin les contributeurs, au sein même du texte. Vous voyez, donc il va y avoir 3 éléments dans ce gros projet. Il va y avoir cette charte. Derrière, toutes les contributions par article,
tous les arguments, en fait, c'est ça dont j'ai besoin que vous puissiez participer, tous les arguments qui vont étoffer, qui vont aller en positivité et qui vont aller contribuer à apporter de l'eau au moulin, des arguments pour la paix et pour, par exemple, donc le premier, c'est le droit à la paix intérieure. Donc, qu'est-ce qui, dans votre pays, dans vos coutumes, dans vos lois, par votre expérience, qu'est-ce qui contribue? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui est probant? Oui. Qu'est-ce qui peut prouver que ça a déjà eu lieu? Qu'est-ce qui a contribué? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme argument pour prouver que ce droit est important? Le droit à la paix intérieure. C'est des termes, en fait, on essaie de développer des termes. Donc, je vais vous les lire. Donc, le premier, c'est le droit à la paix intérieure. Alors, c'est pas, vous pouvez très bien proposer autre chose. On est en train d'affiner. Voilà. Mais on essaye de trouver des thèmes transversaux qui se déclinent en Déclaration universelle des droits et devoirs individuels, également, en sous-titre. D'accord? Excusez-moi, madame. Est-ce que c'est genre comme des récits, par exemple, des idées? Pourquoi pas? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. En fait, on est ouvert à tout à partir du moment où ça part un peu d'une leçon, en fait, qui prouve que cette expérience de vie, ce roman, cette parabole, elle prouve que ce droit est prioritaire devant tous les autres et qu'on a, par exemple, l'abolition de la peine de mort aussi. Elle n'est pas généralisée dans tous les pays. On est parti aussi de l'article 8 sur la loi de non-assistance à personne en danger qui existe en France, qu'on pourrait généraliser aussi dans le monde entier. C'est typiquement français, mais on est censé, en France, si on passe dans la rue, évidemment, si quelqu'un tombe dans un lac de lave, on va pas se jeter dedans non plus, c'est évidemment. Mais dans un volcan, on va pas se jeter dedans non plus. Mais je veux dire, si quelqu'un s'évanouit, on va pas passer devant sans réagir. Sinon, c'est un crime en France. Non, c'est une assistance. Et c'est terrible parce que moi j'ai commencé par les sans-abri. Il y a tellement de sans-abri aussi et finalement, on est tous coupables. Finalement, avec cette loi, on doit vraiment agir. Et il faut vraiment généraliser et rendre cette culture de plus en plus active et de plus en plus concrète. Est-ce que quelqu'un peut lire bon, là, je ne les ai pas en tête entièrement, je n'arrive pas à lire. On a beaucoup d'Ivoiriens, donc on ne voit pas trop bien. Vous pouvez lire l'article 3 ici. L'article 3, c'est le droit à la préservation. Ah voilà. Alors on a eu du mal à trouver parce que le mot âme, par exemple, a choqué. Donc pour des non-monothélistes, le mot âme est évident pour tout le monde, mais pour par exemple, âme, pour les autochtones, ils n'aiment pas ce terme-là, c'est trop chrétien, parce que les autochtones, les Amérindiens ont été exterminés par les chrétiens. Ils m'ont dit on ne peut pas parler de ce terme. Donc on est obligé de réécrire en permanence le texte. Vous comprenez? Parce que je veux absolument, il faut absolument. C'est pas que je veux. Le projet veut que les termes soient universels. Donc j'ai vraiment besoin. Il faut que si jamais il y a un terme qui choque, il faut l'enlever. C'est tout. Pas une personne, mais si ça choque vraiment une ethnie, il faut qu'on arrive à faire un texte vraiment très ciselé. Et j'ai vraiment besoin d'un travail profond de votre diaspora. Vraiment. Ça se fait pas comme ça. Vous avez besoin de vous réunir, de reposer chaque terme et de dire voilà, notre diaspora vous propose telle version de votre texte. Et nous, on fait un comité de sélection, enfin de relecture, et on intégrera chaque participation, chaque élément pertinent. On l'intégrera dans ce grand livre, cette grande encyclopédie, en 3 parties. Vous voyez? La quatrième. Droit au respect du corps et à la sérénité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des termes un peu nouveaux. C'est pas des termes qu'on a l'habitude de voir, mais qui sont tellement essentiels, qui sont tous liés à la paix. On a après droit à la sécurité. Alors oui, celui-ci, je sais pas si c'est le bon, parce que c'est des droits à la sécurité environnementale. Peu importe. Je crois que c'est pas la dernière version. Ensuite, droit au voyage de civil, de protection aux ailes. Voilà. Alors ça, c'est l'idée de mettre en place une grande police, ce que je disais l'autre jour, tout à l'heure, c'est que actuellement, on a une nation, et forcément adossée dans l'ancien système, comme vous disiez tout à l'heure,
on a des clichés, en fait, hein. On est éduqué de telle sorte qu'on pense que chaque nation doit faire la guerre, on doit avoir une armée, on doit se défendre, on doit attaquer. Mais si on avait tout simplement une brigade mondiale de police, en fait, je vais éviter les termes communs, j'essaie de réinventer des termes, mais c'est une brigade mondiale qui soit là pour protéger tout un chacun, c'est-à-dire que n'importe quel policier de n'importe quel pays soit là pour protéger n'importe qui et de toute agression. Ouais. Je travaille aussi sur un dispositif anti-violence. Donc, l'autre jour, je l'ai proposé à mes ingénieurs. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est ça l'ingénierie de paix. C'est de prévenir, de trouver des solutions en amont, pas après, comme on fait actuellement. Parce que les ingénieurs de paix actuellement existent, mais uniquement dans le sens qu'ils interviennent après que tout le monde soit détruit, qu'on ait la tête coupée, les bras et tout. Donc, on ne voit pas l'intérêt. Donc, l'idée de l'ingénierie de paix, c'est de travailler vraiment en amont et de travailler sur des dispositifs anti-violence. Donc on termine et après je m'arrête. Le dernier article 6, c'était ça. Oui, c'est ça, la brigade. Non, vous avez compris, l'idée c'est que la brigade soit mondiale, tout simplement. Donc plus d'armée. De toute façon, aussi, c'est marqué entre parenthèses, définir des armes non violentes. Et j'attends de vous plein d'idées comme ça. Parce que aujourd'hui, on parle d'armes, mais pourquoi elles seraient-elles toutes violentes? Pourquoi on tuerait avec des armes? Des armes ça peut être un filet qui neutralise la personne, et on ne tue pas. Oui. Vous comprenez? Et pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça paraît tellement évident. Vous voyez? Article 7. Ah voilà, on a déjà dit article 8, abolition de la peine de mort, article 9. Responsabilité de l'ordre de tuer. Oui. Ça, c'est important pour... moi, j'y tiens beaucoup. Donc, non, entre nous, on peut parler d'âme, parce qu'on est tous un peu monothéistes ici, parce que j'ai pu comprendre. Mais c'est vrai que l'autre jour, dans mon travail, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, elle m'a menti, je fais de la formation professionnelle. Et elle m'a rappelé, elle pleurait, elle m'a dit « Excusez-moi, je vous ai menti. En fait, c'est moi qui ai usurpé le compte de quelqu'un pour le CPF. » Et je lui ai dit « Bah oui, c'est parce que vous m'avez dit la dernière fois, parce que je ne l'ai pas cru. Parce que vu comment ça s'est fait, je ne l'avais pas cru. » Et puis elle m'a rappelé, mais il faut apprendre aux gens que si on tue quelqu'un, même si on donne l'ordre de tuer, vous imaginez comment ils sont traumatisés, les gens. Moi, je pense que c'est celui qui donne l'ordre qui est le plus responsable. Vous êtes d'accord? C'est horrible de donner. Moi, je trouve que c'est horrible de donner l'ordre à quelqu'un de tuer. Même moi, je pense que je préfère être tué que de tuer quelqu'un. Parce que vivre avec. C'est ce sentiment de philanthropie. Je trouve ça horrible de vivre toute sa vie avec ce sentiment-là. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est important qu'on travaille. Et on n'a pas d'éducation. Il y a plein de domaines éducatifs dans lesquels on n'a pas. Il y a tout un impensé. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de travail de fait, comme le terme d'ingénierie de paix qui n'existe pas. Et le dernier. Droit à plusieurs appartenances identitaires et culturelles. Ah voilà, ça j'ai cherché ça, j'ai beaucoup médité, c'est par rapport à la guerre en Ukraine. Et je me suis dit, si les gens avaient le choix, moi je suis franco-coréenne, et après tout, si j'ai envie d'être ivoirienne, pourquoi pas, ce serait un peu too much, je pense qu'il faut limiter. Parce que sinon, les gens vont dire, je vais appartenir à toute l'encyclopédie. Mais si on nous donne le droit, finalement, d'appartenir à l'Ukraine, à la Russie, et pourquoi pas, il faut donner le droit aux gens d'avoir plusieurs appartenances culturelles. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser à partir de cette idée-là. Voilà, j'en ai fini. Merci. Je vous enverrai ce PowerPoint. Vous pouvez défiler rapidement. Je vais juste faire la synthèse. Nathalie, elle a demandé si on avait des outils chez nous qui nous aidaient, comme des outils à faire la paix. Par exemple, en région Baoulé, on a les Baoulés, les Agnis sont alliés. On appelle les alliances. Donc, si je suis Agni et que lui, il est Baoulé, je ne peux pas tuer un Agni, je ne peux pas insulter un Agni. Voilà, donc des petits outils comme ça, on peut les prendre. La Côte d'Ivoire, pour rejoindre aussi le jeune frère, la Côte d'Ivoire est un brassage ethnique. Donc, on arrête de se regarder en chien de faïence, qu'on fasse toujours un pas aussi vers la paix, comme il aime le dire de Kiss. Je fais partie du train de la paix. Voilà, la journée de la paix, on la verra grandeur nature. Elle a été réalisée en Côte d'Ivoire le 15 mars. Le ministre avait voulu, quand il nous a rencontré le 5 juin, qu'on la fasse aussi ici parce que la diaspora, désormais, est reconnue comme la 33e région. Donc, l'année prochaine, on va s'appuyer sur eux aussi. Et le fait qu'on soit là, ça veut dire qu'on a envie de ça. Voilà, donc moi, je vous invite, j'incite tous les Ivoiriens à baisser la garde, à désarmer la langue. On a trop la gâchette verbale facile. On parle mal, franchement, il faut beaucoup, beaucoup d'amour.
Nous qui nous engageons, nous les associations, nous sommes profondément philanthropes. Entendez Nathalie qui dit, je préfère être tué que de tuer l'autre. Donc pour être, voilà, travailler à l'associatif, ça veut dire qu'on aime l'autre et l'amour voilà, l'amour porte les voies, l'amour traverse les frontières. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes divisés. Un seul peuple, un même pays, mais nous sommes divisés. Il est grand temps de nous unir. Maintenant, préparons notre avenir. Venez, venez, venez. Chantons ensemble. Venez, venez, venez. Dansons ensemble. Venez, venez. C'est beau, hein, la salle. C'est ça dans le foyer. Sont divisés, les tribus sont divisées, politiciens divisés, les religieux sont divisés. Il est grand temps de nous unir. Maintenant, préparons notre avenir. Merci, pasteur. Voilà. Alors, je vous remercie. Je crois que tous ceux qui ont parlé ont dit l'essentiel. Nous sommes là pour vous aider dans le choix que vous avez fait pour que le pays arrive à cette vraie réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que Dieu nous garde et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix intérieure et la paix entre tous les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation. Et à la prochaine. Merci. Alors, c'est pas une association, c'est plus qu'une association, une organisation internationale. On est dans plus de 15 pays. C'est vrai, certes, il y a la politique. Certes qu'il y a eu la guerre. Certes que les Ivoiriens, entre guillemets, se sont battus entre eux. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que quand on regarde bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens ont fait la guerre entre eux? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Ivoiriens se sont battus entre eux. Parce que on se connaît tous. Et puis nous, les Ivoiriens, on s'aime tellement que en aucun cas un Ivoirien prendra un couteau ou bien un arme pour pouvoir tuer son frère. Donc, c'est les politiciens qui ont fait leur cuisine interne. Ben, aujourd'hui, Dieu merci qu'ils se sont retrouvés là-bas, mais qui s'asseyent et qui règlent leurs problèmes. Maintenant, nous, la COGID, nous, on est là, ça fait plus de 18 ans que nous les sommes. On a travaillé avec, on a proposé tout ce qui est projet aux différents gouvernements qui se sont succédés, que ce soit autant de Bédier, autant de Babo, autant de présidents Ouattara. Donc, nous, on travaille sur 3 axes. Les 3 axes qui sont, donc, très important pour les Ivoiriens, l'accueil des Ivoiriens quand ils arrivent dans un pays, on travaille sur ces projets. L'insertion, quand ils sont dans le pays, comment est-ce qu'ils vont s'insérer, comment est-ce qu'il faut s'adapter, c'est des projets, on travaille dessus. Et puis le plus important, c'est le retour. Le retour, donc, tout ce qui est investissement de retour. Donc, nous sommes à l'écoute de tous les Ivoiriens pour que nous réfléchissons comment faire pour pouvoir se donner le coup pour un bon avenir pour notre pays. Je vous remercie.